Bonjour, bienvenue au 2 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. On va parler du projet de loi de simplification dans quelques minutes, mais tout de suite les brèves de la semaine avec en matière d'agents, c'était débattu, pas de sanctions disciplinaires pour le fonctionnaire à la retraite, nous dit le Conseil d'État. Et puis, Conseil d'État toujours, une décision intéressante sur les directeurs d'établissements publics de santé. Quid de l'indemnisation au titre de l'indemnité compensatrice de logement lorsqu'ils ont été évincés illégalement du service. Et puis une autre décision, toujours du Conseil, sur la majoration de pension pour un fonctionnaire affilié à la CNRACL qui a élevé au moins 3 enfants, mais est-ce que je prends en compte les enfants issus d'un mariage précédent ? Réponse avec le Conseil d'État, ça dépend en fait de ce qu'a été la réalité de l'éducation et qui s'en est chargé. État de Marseille maintenant en matière de contrat, une décision intéressante sur ce qui se passe quand la violation des grands principes de la commande publique peut justifier la réalisation d'un contrat de DSP en matière de casino en l'espèce. Et, passons maintenant à un autre dossier, mais également une DSP, un affermage et cette fois-ci sur un centre aquatique. Que se passe-t-il quand la perte de confiance justifie une résiliation pour motif d'intérêt général ? Et puis une troisième et dernière affaire en matière de contrat pour cette semaine. On a une affaire intéressante, c'est plus recueilli le bon en intégral, sur une demande indemnitaire d'un candidat évincé. D'accord, à la suite d'une procédure régulière. On va comme toujours regarder, est-ce qu'il y a un préjudice réellement certain, est-ce qu'il y avait des chances de gagner ? Oui, mais comment je vais prendre en compte dans ce cadre-là le risque d'exploitation ? Conseil d'État 24 avril 2024. La grande actualité de la semaine, ça a été évidemment la décision de la Cour de cassation sur l'affaire Fillon, qui est définitivement condamné. Donc lui, son épouse et son suppléant sont définitivement condamnés. C'est en revanche sur l'indemnisation des victimes, en l'occurrence l'Assemblée nationale, et sur le quantum de la peine appliquée à François Fillon, il y a une censure de la Cour de cassation. En matière d'urbanisme, une décision intéressante a été rendue par le Conseil d'État sur les règles d'urbanisme au regard donc des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Et 2 décisions de CA ont été rendues avec à chaque fois des estimations que le juge a estimées pas assez sincères, trop optimistes dans un des 2 cas, au regard de la consommation évidemment de terre et de la sincérité et donc de la légalité d'un PLU ou d'un SCOT. Ce qui est important parce qu'on a énormément de territoires qui peuvent être volontaristes ou qui peuvent tout d'un coup partir sur des estimations un peu trop optimistes ou un peu trop anciennes pour justifier de leur progression et peut-être être un tout petit peu moins protecteur des terres agricoles et forestières que les règles ne l'imposent, surtout avec la mise en œuvre du ZAN. Oui, mais en même temps, c'est quoi une étude récente et est-ce que j'ai le droit, moi, d'avoir quelque optimisme tout de même ? Vaste sujet. 4 textes à noter pour les élections, en raison des européennes bientôt. Et puis en matière de sécurité, les gardes champêtres ont eu un certain nombre d'évolutions récentes, y compris sur leur tenue professionnelle. Et bien maintenant, c'est leur carte professionnelle qui donne lieu à un arrêté. Et une instruction a été diffusée sur les orientations stratégiques 2024 pour le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Sécurité toujours, une instruction intéressante sur la vidéoprotection. En matière d'environnement, une nouvelle circulaire sur le fonds vert. Oui, mais c'est en réalité pour entériner le fait que on a baissé les crédits en raison de la situation financière de l'État. Donc un peu moins positif. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, le projet de loi de simplification portant diverses dispositions d'ordre administratif. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Alors les médias ne parlent que de la simplification de la feuille de paye, mais enfin c'est vraiment la feuille de l'arbre qui cache la forêt. Bon, voilà, il y a des simplifications par ordonnance pour transformer certaines autorisations de déclaration et supprimer certains régimes de déclaration. Facilitation des processus de cession d'entreprise en réduisant le délai d'information des salariés. Plein d'adaptations sur le régime des sanctions, droits bancaires, assurances, baux. On commence à se rapprocher du public en parlant des ajustements en matière de recherche, de CNIL, d'accélération du traitement des requêtes devant la juridiction administrative, y compris en permettant à des petits jeunes qui ne sont pas encore premiers conseillers d'être juges des référés, et avec l'espoir de faire appel pour certaines fonctions à des magistrats administratifs retraités. Pas sûr qu'ils se bousculent non plus tant que ça au portillon, mais à voir.
Mais surtout, il y a des gros volets sur l'urbanisme, sur le droit de l'environnement et sur le droit à la commande publique. Eh ben voyons tout ceci. Avec Estelle Poiré, Evangelia Carmitrou et Yann Landau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Allez, Estelle, on commence par toi. Que retenir en matière d'urbanisme, justement ? Alors, premièrement, nous pouvons retenir un beau cadeau qui est fait aux projets industriels, car ceux-ci pourront échapper au dispositif zéro artificialisation nette et ils ne seront plus dans le champ d'intervention de la Commission nationale du débat public. La deuxième mesure qui est intéressante, elle est motivée par l'intérêt général qui s'attache à la couverture rapide de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et très haut débit. Nous le savons, l'article L424-5 du Code de l'urbanisme prévoit que les décisions d'urbanisme créatrices de droits peuvent être retirées dans un délai de 3 mois en cas d'illégalité. Cette possibilité de retrait, elle est exclue pour la téléphonie mobile. À titre expérimental, c'est le cas depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 et c'est prévu en son article 222. Le projet de loi en question prévoit de pérenniser cette interdiction de retrait pour la téléphonie mobile. Toujours en matière de téléphonie mobile, le projet prévoit une information du maire en cas de bail pour une installation de téléphonie mobile ainsi qu'une obligation de l'exploiter. Troisièmement, le projet prévoit des modifications importantes en matière d'autorisation d'exploitation commerciale. Tout d'abord, concernant l'intérêt à agir contre les avis émis par la Commission départementale d'aménagement commercial, c'est la CDAC. L'article L752-17 du Code de commerce précise les personnes qui peuvent introduire un recours contre la décision ou l'avis de la CDAC émis en matière d'autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit, ouvrez les guillemets, de professionnels dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible d'être affectée par le projet. Le projet de loi en question entend renforcer cet encadrement en exigeant que l'activité du requérant soit susceptible d'être affectée de manière significative, directe et certaine. Aussi, pour permettre le recyclage de friches existantes ou de surfaces inexploitées existantes, le projet de loi vise à permettre à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de 3 ans au sein d'un même ensemble commercial sans les soumettre à autorisation. Le projet viendrait également préciser à l'article L752-2 du Code de commerce quels magasins peuvent regrouper leurs surfaces de vente sans solliciter une autorisation d'exploitation commerciale. Quatrièmement, le projet de loi prévoit également que les établissements recevant du public qui font l'objet de travaux de création, d'aménagement ou de modification doivent, en vertu de l'article L122-3 et L122-5 du Code de la construction et de l'habitation, obtenir une autorisation tant avant le début des travaux qu'avant l'ouverture au public de l'établissement et non plus une simple déclaration. Cinquièmement, le projet de loi vise aussi à permettre de déroger aux plans locaux d'urbanisme pour installer sur les constructions des équipements produisant des énergies renouvelables. C'est bon pour la planète. Enfin et encore, le débat sur les suppressions de CERFA persiste, ce qui, en droit de l'urbanisme, soulève à tout le moins quelques difficultés, notamment organisationnelles, car aujourd'hui, on le sait, chaque demande d'autorisation a son propre CERFA. Passons maintenant à l'environnement, avec toi Yann. Que retenir de ce projet de loi ? Je rappelle, c'est bien un simple projet de loi pour l'instant. Alors, le projet de loi modifie le code minier afin d'accélérer différentes procédures, notamment les délivrances des permis exclusifs de recherche minière, pour permettre l'octroi aussi d'une prolongation exceptionnelle sur la durée de ces permis. Elle permet aussi de clarifier les dispositions permettant au ministre chargé des mines de trancher certains désaccords entre le demandeur d'un titre minier et le titulaire d'un titre existant, auquel viendrait se superposer le nouveau titre sollicité. Et la loi intègre également le stockage souterrain de dioxyde de carbone parmi les usages auxquels des puits d'hydrocarbures peuvent être affectés. Par ailleurs, le projet de loi abroge l'article 446-1 du Code de l'énergie qui impose la réalisation d'un bilan carbone des projets qui sont éligibles au dispositif de soutien à la production de biogaz. Tout ça dans le cadre des procédures de mise en concurrence dont ils font l'objet. Le projet de loi également vise à permettre de qualifier de projets d'intérêt national majeur, PIM, les projets de centres de données qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique, la transition numérique ou la souveraineté nationale. Et puis, le projet de loi permet d'adapter des règles applicables aux mesures de compensation en matière de biodiversité. Et enfin, le projet de loi permettra de déroger au PLU
pour installer sur les constructions des équipements produisant des ENR, des énergies renouvelables. Je rappelle que c'est un projet de loi, donc proposé par le gouvernement. Quand c'est par les parlementaires, on dit proposition de loi, hein, pour lesquels donc il y a une volonté très très forte. Hein, c'était largement porté par Bercy. Et qui dit projet porté par Bercy dit aussi un volet commande publique. Parle-nous-en, Evangelia. Alors, en commande publique, le projet de loi impose aux personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils passent des marchés publics ou des concessions, la plateforme de dématérialisation, vous savez, c'est le fameux profil acheteur, d'utiliser donc ce fameux profil acheteur qui est mis gratuitement à disposition par l'État. Cette obligation sera progressivement appliquée jusqu'à la fin de l'année 2028 aux différentes catégories d'acheteurs. Deuxième chose, ce projet de loi élargit en fait le champ de la disposition de l'article L6 du Code de la commande publique en faisant basculer en commande publique, tous les contentieux qui étaient concernés par les juges judiciaires, le fait passer devant le juge administratif. Le projet de loi ouvre aussi la possibilité pour certains projets d'infrastructure concourant à la transition énergétique de déroger aux obligations d'allotissement et de paiement direct, qui sont des obligations fixées, comme chacun le sait, par le Code de la commande publique. Merci à tous les trois, au revoir. Merci et au revoir. Et puis merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons de ceci pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.